On va maintenant aborder quelque chose qui est très important, c'est la question de l'accès au droit, avec le travail qui est fait par l'association AD2S, qui va être présenté maintenant par Brigitte Casucci, qui est la présidente, et Charline Trouillet, qui est la directrice. Alors, bonjour, Brigitte Casucci, présidente de Accès au droit, santé et solidarité, une association qui est encore jeune, toute jeune, puisqu'elle n'a que 7 ans, qui est née de la volonté de poursuivre des dispositifs qui existaient alors depuis bien longtemps et dont j'étais à l'origine. Alors, comment s'est passé tout ça? C'est que j'ai eu une carrière professionnelle, enfin, c'est pas une carrière, c'est un emploi, où j'ai travaillé pendant plus de 40 ans au Grand Sauvois. Jean-Marc, on se retrouve. Et donc, j'avais été embauchée, et là, je voudrais juste faire une petite aparté. J'avais été embauchée sur un dispositif, et j'ai été très surprise d'entendre les premières heures parler de ce travail de premier niveau d'emploi. J'ai été embauchée sur un dispositif qui s'appelle toujours l'AVA, Adaptation à la vie active, qui était porté par le Grand Sauvois, un des premiers établissements, elle portait, et c'était en 1976, et c'était vraiment le premier niveau d'adaptation à la vie active. Donc là, on entend parler de, à nouveau, reprendre ce premier niveau, alors que ce dispositif a disparu dans nombre de départements, a été supprimé, et je crois que Arelia est le dernier, je pense, à porter ce dispositif d'accès au travail, à l'emploi. Alors quand j'entends parler des premières heures, je me dis tiens, on recommence. Mais bon, c'est ça. Et juste une petite aparté encore sur ce dispositif. J'ai été amenée à la fin de mon emploi à faire des dossiers retraite pour des personnes qui sont passées par tous les dispositifs du Grand Sauvois. Et on se rend compte que, par exemple, l'AVA, il n'y a pas de cotisation à la retraite. Et donc, les personnes se retrouvent avec obligées de solliciter l'ASPA parce qu'il y a eu des tas de dispositifs d'insertion professionnelle qui font qu'il n'y a pas le nombre d'années requises. Bon, ça, c'était juste une petite aparté. Je pense que Jean-Marc t'aide mon avis. Et donc, Accès au droit, santé, solidarité porte des outils qui sont au service des travailleurs sociaux, des accompagnants, des élus, pour leur faciliter leur travail au quotidien d'accompagnement. J'ai été donc pendant 40 ans à travailler à l'accès aux droits des personnes pour essayer d'épargner à mes collègues éducateurs qui accompagnaient les personnes au quotidien sur tout ce qui était le volet accès aux droits. Puisque c'est tellement compliqué, ça change tout le temps, donc il fallait sans arrêt remettre le travail, se remettre à jour, à flot. Et donc, c'est comme ça qu'est né un des outils que porte l'association, d'autres aussi, donc ça va vous être présenté. Cette association, donc au service des travailleurs sociaux et des accompagnants et des éducateurs, est une association loi 1901 avec un conseil d'administration, dont je préside et qui me soutient dans mon travail au quotidien. D'ailleurs, un des derniers qui est arrivé au conseil d'administration et que j'ai sollicité et qui a accepté de nous rejoindre nous est d'une grande aide puisque c'est Jean-Marie Morel qui a été mon directeur pendant longtemps aussi et qui a favorisé justement la création de tous ces outils dont on va vous parler. Et nous avons donc aussi eu la chance de travailler avec Charline, qui est notre directrice et qui va vous parler de l'équipe d'AD2S. Merci. Et peut-être pour recontextualiser aussi un petit peu, aujourd'hui, le taux de non-recours au niveau national est estimé à peu près à 30%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 30% des personnes pourraient prétendre à des droits, mais pour X ou Y raison, ne savent pas, n'accèdent pas forcément à l'outil informatique,
ne connaissent pas, ne parlent pas la langue. Enfin, c'est tout autant on va dire, de problématiques qui aujourd'hui font que ces personnes n'accèdent pas aux droits. Donc l'idée de l'association vraiment de base est de favoriser cet accès à l'information et d'être finalement les plus exhaustifs possibles, tout en essayant d'être les plus clairs, les plus transparents, avec un petit peu plus de fluidité, car comme on le sait tous, au vu du portefeuille et du millefeuille qui existe aujourd'hui en France en termes de dispositifs d'intégration, d'insertion, etc., les accompagnants sociaux déjà ne s'y retrouvent plus, donc voilà, on imagine très bien effectivement que les bénéficiaires ont d'autant plus de mal à pouvoir s'y retrouver dans tous ces méandres. Donc pour ce faire, il y a une équipe au niveau d'AD2S qui œuvre, on va dire, quotidiennement à l'accès aux droits des publics. Donc c'est Marie qui est chargée de mission garantie santé, accès aux droits, Rosanne surtout le volet inclusion, mais j'y reviendrai. Et puis Ghislain, donc sur la partie alimentation solidaire et sur le projet Alisol qu'on vous présentera, et Caroline qui est en transverse d'une précieuse aide au niveau de tout ce qui est secrétariat administratif. Cette association, comme vous pouvez le voir, elle nous permet aujourd'hui de constituer une vraie communauté d'acteurs, un vrai réseau d'acteurs qui est composé en grosse partie de CCAS et de communes. L'avantage étant, c'est que ces CCAS, on parlait tout à l'heure de la différence entre la prise en charge et en tout cas l'accès aux droits en situation de ruralité ou pour le coup plutôt sur une dimension plus urbaine. On voit bien que là, pour le coup, bon nombre de CCAS, dont beaucoup de CCAS ruraux finalement, adhèrent à l'association pour pouvoir, encore une fois, accéder à l'information, participer et bénéficier des différents outils qu'on propose. Donc on est au nombre de 232, ce qui constitue globalement plus de la moitié, vous le voyez, de nos adhérents. Bon nombre également de missions locales sur le Grand Est, on ne l'a pas précisé, mais l'association est régionale, c'est-à-dire qu'elle agit sur les 10 départements. Les PASS, on en a parlé ce matin, les PASS qui adhèrent également toutes à l'association, des organismes de santé tels que des CHU, mais également bon nombre d'associations, au nombre de 66 qui sont des associations CHRS, donc Centre d'hébergement et de réadaptation sociale, des LAM, lits d'accueil médicalisés, LHSS, lits halte soins santé, etc., etc. Donc des établissements qui peuvent être également considérés comme ce qu'on appelle des ESMS, tellement d'acronymes, histoire de complexifier encore un petit peu plus les choses. ESMS qui veut dire établissements sociaux, médico-sociaux. Voilà, CIDFF, collectivité, donc 409 adhérents aujourd'hui. Et puis grâce à l'adhésion de la Fédération des acteurs de la solidarité et très prochainement d'IAE Grand Est, on a bon espoir de pouvoir voir ce réseau et cette communauté d'acteurs s'agrandir encore avec d'autres associations de l'insertion par l'activité économique notamment. Les outils qui sont aujourd'hui mis en place, en tout cas proposés à l'ensemble de ces adhérents, ce sont des labs et des webinaires, mais également une banque de ressources que Brigitte vous présentera, des cartographies et une garantie santé qui est une mutuelle, mais Brigitte vous la présentera également. Je vais, dans un premier temps, déjà vous présenter ce que sont des labs. Les labs, ce sont des temps d'expérimentation, ce sont des réunions d'information qui permettent finalement à des professionnels de pouvoir échanger autour de leurs pratiques. Ça permet également à l'association de pouvoir véhiculer, ou en tout cas véhiculer des informations en termes de législation, en termes de réglementation. Alors évidemment, en lien avec tout un réseau de partenaires, on n'est pas expert sur tout, mais on s'appuie sur des gens qui savent. Et en l'occurrence, nous, notre travail, c'est de mettre en réseau tout ça et de permettre finalement à tous nos adhérents, à toutes les structures, mais aussi à tous nos partenaires, de pouvoir bénéficier d'une information claire, à jour, puisque comme vous le savez aussi, il y a beaucoup de choses qui changent et que des fois, parfois, d'une année à l'autre, finalement, les conditions, les critères d'accessibilité changent. Donc voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de mettre tous ces professionnels autour de la table, dans un espace commun, et de pouvoir du coup les informer au mieux pour qu'eux-mêmes puissent être en capacité d'orienter le public sur leurs droits. On met également en place des webinaires. Alors les webinaires, je pense que voilà, c'est depuis la crise Covid, crise sanitaire, on est tous habitués à travailler en distanciel, en tout cas d'avoir un petit peu plus d'informations via des systèmes de visioconférence.
De la même manière que les labs, mais du coup on est plutôt sur un format des centres d'information, enfin un format très plus descendant, on va dire, en général sur des formats plus courts, pour permettre encore une fois de passer l'information. On en a eu pour exemple autour de la déconjugalisation de l'AAH, donc en l'occurrence de l'allocation adulte handicapé, qui a permis de rassembler quasiment 300 professionnels autour de cette thématique-là. Nous en avons eu un là très récemment sur l'accès aux droits, l'accès aux soins, et notamment l'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap. Voilà, donc ce sont des thématiques qui sont couvertes par l'association. Et je ne l'ai pas dit, mais sur les labs, nous en avons également 2 prochains. Un autour de la thématique de l'addiction, qui aura lieu le 16 novembre prochain, et puis un autre lab autour de l'alimentation, en tout cas de l'accès à l'alimentation solidaire, qui lui se déroulera à la Maison régionale des sports le 28 novembre. Voilà, un petit peu pour l'actualité. Sachant que tous ces webinaires sont également accessibles sur le site AD2S en replay pour tous les adhérents de l'association. C'est-à-dire que tous les adhérents qui n'ont pas la possibilité d'être présents à l'instant T peuvent aller revoir toutes ces vidéos et bénéficier de toutes ces informations sur le site. Voilà. Je vais laisser Brigitte, du coup, reprendre sur la banque de ressources, qui est un autre outil de l'association. Alors c'est pareil, c'est un outil historique. En fait, je vous expliquais donc que j'œuvrais à l'accès aux droits des personnes qui étaient suivies, accompagnées par mes collègues éducateurs. Donc j'avais mis en place des partenariats avec les organismes prestataires de droits, avec la CEPAM, la CAF, la CARSAT, Pôle emploi, pour pouvoir être toujours à jour et puis toujours être le plus rapide possible dans l'accès aux droits des personnes qui étaient accueillies donc au Grand Sauvois. Et avant ma retraite, on m'avait demandé d'essayer de remettre ça un petit peu à plat. Et j'avais fait un espèce de glossaire sur Word. Et je l'avais présenté lors d'une réunion où il y avait Pierre-Yves Boiffin, notre DETS actuel, qui m'a dit ça c'est une bonne idée, Brigitte, mais c'est un peu rustique votre travail, donc on va essayer de travailler ensemble à créer quelque chose qui reprendrait justement ce souhait de pouvoir faciliter le travail des travailleurs sociaux en leur apportant toutes les barèmes, les démarches à faire, en fait tout ce qui existe sur les différents sites des organismes prestataires de droits, mais qui là du coup est tout regroupé sur un même site internet et qui sera vraiment que le travailleur social a sous le coude quand il accueille quelqu'un pour aussi bien lui faire accéder à ses droits Sécu, CAF, retraite, j'en parlais, enfin tout, Banque de France, c'était un des premiers à venir avec nous travailler sur justement ça. Et donc ce site a été créé. Ce site en ce moment est en train d'évoluer et puis à la demande de beaucoup de nos... à la demande de beaucoup de nos financiers et puis de nos partenaires, on est en train de réfléchir à ouvrir ce site au public. Alors à tout le public, puisque c'est une entrée unique sur tout et une orientation sur les sites qui existent et qui sont très bien faits par nos partenaires. Donc voilà en gros ce qu'est la banque de ressources. Sur lesquelles on peut retrouver, si je peux me permettre, tous les CERFA. C'est une orientation vers les sites de la CAF, de la CARSAT, mais à chaque fois, si vous voulez, une explication très simple et pour aider vraiment et puis faciliter la rapidité à l'accès aux droits des personnes qui sont accueillies par nos collègues. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps de faire une petite présentation de l'outil directement en ligne. Je regarde le maître du temps. On a une demi-heure, on peut faire très vite. Alors, bon, je ne sais pas si ça va fonctionner. Hop. Voilà, oui. Juste avant, j'aurais une question à vous poser. Est-ce que, dans le cadre de la formation des travailleurs sociaux, vous avez des travaux pratiques, en particulier avec les assistants de services sociaux, qui sont chargés souvent d'orienter
les situations au regard des nouveaux outils que vous développez? Alors, on intervient effectivement au sein de l'IRTS, pas forcément suffisamment à mon goût. Je pense que ça mériterait encore, parce qu'on n'est pas encore sur toutes les filières. Mais effectivement, on a commencé en tout cas à introduire petit à petit certaines filières de l'IRTS pour présenter déjà les outils et essayer de faire en sorte aussi que nos futurs accompagnants sociaux s'acculturent de ces outils. On le voit bien dans l'utilisation de ces outils-là. On voit bien que, je vais la faire un peu caricaturale, je suis désolée, mais les anciens qui ont déjà qui travaillent déjà avec un réseau d'acteurs, qui ont déjà leurs propres outils, qui ont déjà leur propre réseau, n'ont pas forcément besoin de la banque de ressources, n'ont pas forcément besoin des outils d'AD2S pour fonctionner et faire leur job. Pas sûr qu'ils soient toujours très à jour de la dernière réglementation, mais des barèmes. In fine, les barèmes, tout ça, ils finissent par les récupérer d'un côté ou de l'autre. Par contre, effectivement, les jeunes professionnels sont beaucoup plus utilisateurs des outils, alors déjà de par le numérique, auquel ils accèdent peut-être plus facilement, voilà. Et puis, cette capacité, effectivement, comme le disait Brigitte, à pouvoir tout retrouver en un seul et même lieu, ce qui, du coup, forcément fait gagner du temps. Voilà. Donc, en tout cas, on observe qu'il y a une vraie mobilisation de ces outils, mais plutôt des jeunes professionnels qui sont les étudiants de l'IRTS d'aujourd'hui. Dans ce cadre-là, on m'avait fait intervenir plusieurs fois, mais c'était dans le cadre des formations d'éducateurs de jeunes enfants. Bon, c'était... C'est pas les mieux placés, mais il faut savoir aussi qu'il y a un effondrement de l'information professionnelle par le biais des revues. Je pense par exemple aux ASH, qui étaient hebdomadaires et qui fournissaient vraiment les données au fur et à mesure, qui devient mensuel, enfin bref, c'est un effondrement. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait un relais. Et c'était justement... localement, vous faites... Moi, les ASH, c'était ma Bible. Avant, quand je travaillais, c'était... Voilà. Mais après, effectivement, c'est tous des outils qui ne sont plus... Faites une petite démonstration, rapide. Alors, sauf que du coup, j'ai pas accès à mes mots de passe. Donc, je vais aller les chercher pendant que Brigitte présentera pour pas qu'on perde de temps. Si vous voulez bien, j'y reviendrai tout à l'heure. Je vais par contre vous présenter donc du coup plutôt là maintenant les outils cartographiés. Je reviendrai tout à l'heure sur la présentation de la BDR. Au-delà de ça, et toujours dans cet objectif pour AD2S de favoriser l'information et faire en sorte que les gens puissent accéder aux droits, à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on puisse identifier qui fait quoi, à quel niveau, à quel moment, en fonction de certaines thématiques. Pour le coup, pleine période de la crise sanitaire, la métropole du Grand Nancy constate que sur l'alimentation solidaire, il y a un gros défaut de communication. On ne sait pas comment orienter les publics, vers qui, si les structures sont ouvertes, fermées, sur quelle modalité d'accueil. La crise sanitaire a tout remis en branle. Et à ce moment-là, grosse problématique, notamment en termes de précarité alimentaire sur les territoires. On parlait tout à l'heure des personnes déboutées. J'étais à l'époque, moi, sur un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, donc bien placé pour savoir que des personnes déboutées de la demande d'asile qui n'ont plus de ressources, eh bien, ne pouvaient plus avoir accès au caritatif et à l'alimentation, c'est-à-dire aux droits essentiels de base. Du coup, la métropole du Grand Nancy confie la mission à AD2S de créer une première cartographie qui est donc la cartographie de l'alimentation solidaire de la métropole, qui a permis de recenser 75 structures qui du coup est consultée aujourd'hui à hauteur de 45 000 consultations annuelles. Donc cette cartographie, elle permet, comme vous le voyez, de référencer les dispositifs, qu'ils soient portés par des CCAS, des centres sociaux, du caritatif, etc. Mais au-delà de ça, ça permet également pour un bénéficiaire de pouvoir cibler par rapport au type d'organisme recherché, mais aussi et surtout par rapport à l'offre de service, par rapport au public, etc., etc., s'il y a participation financière ou non. Donc tous ces filtres-là permettent finalement aussi à la personne directement de pouvoir retrouver le lieu de distribution alimentaire le plus proche de lui. On a, à l'issue également de cette cartographie métropole, du coup, été aussi finalement contacté par extension, finalement, par les services de la DRETS, en l'occurrence, et notamment par Madame la commissaire à la lutte contre la pauvreté, qui souhaitait finalement faire de cette cartographie métropole quelque chose d'un peu plus conséquent, c'est-à-dire une cartographie
aujourd'hui accessible au niveau de la région, c'est-à-dire sur les 10 départements de la région Grand Est. L'objectif étant de lutter évidemment contre la précarité alimentaire. On parlait tout à l'heure de baromètre, je pourrais citer celui du Secours populaire qui dit qu'aujourd'hui, 1 personne sur 3 n'accède pas à 3 repas jour. On est en plein dans un contexte compliqué, un contexte de précarité forte, notamment sur cette thématique alimentaire. Et le souhait de la commissaire à la lutte contre la pauvreté était justement de pouvoir identifier ces structures, de pouvoir éventuellement repérer les zones, ce qu'on appelle des zones blanches, c'est-à-dire des endroits, des communes sur lesquelles, ou des territoires sur lesquels il n'y aurait pas d'offres, mais également de favoriser encore une fois l'accès à ces publics en situation de précarité alimentaire vers les dispositifs les plus proches d'elles. À la différence de la première cartographie, et toujours dans la logique qu'on a depuis ce matin, on a été dans une logique très participative, puisque cette application, à contrario de celle de la métropole qui s'est créée en plein milieu de la crise sanitaire, pour le coup, là, on a eu le temps de co-construire c'est Ghislain, en l'occurrence, qui a travaillé et qui a œuvré avec des bénéficiaires du caritatif, qui a pu travailler en concertation avec ses bénéficiaires à la construction d'une nouvelle cartographie qui va être mise en ligne déjà dans un format web en fin novembre et on l'espère tout début 2024. On a déjà obtenu une réponse de principe par les services de l'État qui sera aussi une application mobile, c'est-à-dire une application qu'on pourra mobiliser aussi sans forcément avoir accès à la 4G, en tout cas au Wi-Fi. Voilà, donc l'application Alisol, comme vous le voyez, ça finalement répond à tous ces objectifs que je viens de citer. Voilà à peu près la tête qu'elle va avoir, et c'est même pas à peu près, c'est voilà à quoi elle va ressembler. C'est-à-dire qu'un bénéficiaire aujourd'hui va à un moment donné, une personne en situation de précarité alimentaire, quelle qu'elle soit, un étudiant, une personne travailleur pauvre, va souhaiter, est en situation d'urgence ou non d'ailleurs, va du coup cocher ce qu'elle recherche, va sélectionner si elle souhaite que la structure soit ouverte dès maintenant, c'est cette fameuse notion d'urgence que j'évoquais, et puis va pouvoir du coup se géolocaliser et s'orienter finalement vers le dispositif le plus adapté et qui répondra du coup à son besoin. Alors vous me direz, aujourd'hui, toutes les personnes en situation de vulnérabilité, de précarité, n'ont pas tout accès à un ordinateur ni à un smartphone. Ce à quoi je vous répondrai effectivement, c'est le cas, mais pour autant, ils auraient la possibilité, puisque cet outil est aussi accessible aux accompagnants sociaux, de pouvoir aller vers un service social. Voilà, c'est en tout cas, aujourd'hui, il a le mérite d'exister, elle a le mérite d'exister, et la journée de lancement aura lieu donc le 28 novembre à la Maison régionale des sports. Voilà. Et puis nous avons développé également une cartographie de l'inclusion numérique sur la même base. Je ne redévelopperai pas beaucoup plus, mais donc une cartographie qui a été financée pour le coup, qui est une commande de la DETS 54 et également de la métropole du Grand Nancy, qui souhaitait pouvoir également référencer tous les points d'accès au numérique. On le sait, la fracture numérique est aujourd'hui une problématique, une vraie problématique au niveau national. Nombre de structures référencées aujourd'hui sur le département, nous sommes à 120 et avec plus de 100 000 consultations à ce jour. Voilà, je ne prendrai pas plus de temps. Merci Charline. Alors moi je vais venir sur l'outil historique d'AD2S puisque c'est à partir de ça qu'a été créée l'association. C'est une garantie santé, une mutuelle. Je suis à ATD Carmonde depuis les années 90 où j'anime on ouvre la maison Carmonde 2 fois par mois et je reçois avec mes collègues alliés d'ATD toutes les personnes qui souhaitent venir faire des démarches administratives et on réfléchit avec les militants sur des choses à mettre en place. Et ça, dans les années 2000-2010, on avait réfléchi aux histoires de barème, de seuil de ressources pour accéder, entre autres, à la CMU. Et on se rendait compte qu'il y avait des tas de personnes qui venaient nous voir et qui étaient juste au-dessus des barèmes de la CMU à l'époque.
Et donc, on a réfléchi à mettre en place, et moi, dans les mêmes moments, j'étais en train de mettre en place la mutuelle au Grand Sauvois. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire pareil, et puis on va réfléchir à mettre en place une mutuelle pour les personnes qui sont au-dessus des seuils de la CMU. Du coup, on a été contacté par le fonds CMU, et j'ai travaillé à la mise en place avec le fonds CMU de Paris de l'ACS, l'aide à la complémentaire santé, qui maintenant s'appelle la C2S participative. Mais il reste toujours des seuils. Et donc, on se rend compte qu'il y a des tas de gens aussi qui sont au-dessus du seuil, encore une fois, de la C2S participative et qui n'arrivent pas à accéder à leurs soins parce que quand on entend à la télé qu'on peut avoir les lunettes gratuites, les appareils auditifs gratuits, si on n'a pas de mutuelle, on ne peut pas, puisque le 100% santé, on doit avoir une mutuelle pour y accéder. Donc le but, c'était de négocier un contrat, mais on ne l'a pas fait tout seul. Enfin, je ne l'ai pas fait toute seule, puisque je me suis fait aider par l'Agence régionale de santé, la Mutualité française, les départements, la région Grand Est, et nous avons lancé des appels d'offres exigeants, puisqu'on voulait des bons barèmes avec des bonnes garanties. Donc, ils ne se sont pas battus pour répondre. Et donc là, on a sélectionné Harmonie Mutuelle qui a répondu à nos attentes et qui travaille donc avec nous. Et on se rend compte que bon, ce contrat, il tient parce que voilà, ils veulent bien faire un effort pour ne pas trop nous augmenter et puis nous suivre. Mais ce contrat, il est déficitaire, puisque qui va vers cette mutuelle, ce n'est pas les jeunes, parce qu'on essaye avec les missions locales de les sensibiliser sur leur santé, avec le Crous, avec tout ça, mais ce n'est pas facile. Ceux qui sont en emploi, ils ont une mutuelle employeur. Par contre, tous ceux qui s'engouffrent dans ce dispositif, ce sont les seniors. Les seniors qui se voient avec des mutuelles qui explosent. Alors moi, je donne souvent l'exemple, je suis du bassin de Pompey, avec des parents ouvriers à Pompey, des oncles, tout ça. Un ouvrier de Pompey, maintenant il a 80 ans, sa retraite c'est 1 400 €. Sa femme, les 3/4 du temps, n'a pas travaillé, et la mutuelle qu'il aurait proposée par anciennement les aciéries de Pompey, c'est 240 € par personne, pour des garanties minimum. Donc les ménages là, souvent, ils disent oui, mais j'ai ma maison, tout, mais sa maison, faut la chauffer, il faut manger, il faut maintenant avec l'inflation. Et donc on a beaucoup effectivement de seniors qui s'engouffrent dans ça. Et fort de ça, le département 54, chez Inès Kirouni, voulait qu'il y ait le plus de personnes quand même, de plus de communes possibles qui proposent cette garantie santé. Donc, Chahinès a décidé de payer l'adhésion de toutes les communes du 54 à notre association. Ensuite, le département des Vosges a suivi, le département de la Meuse est en train de réfléchir, et Charline a eu la Haute-Marne qui voudrait faire pareil. Donc, on sent qu'il y a là un réel besoin, et moi j'aimerais bien pouvoir recontacter, je ne sais pas, monsieur, la CNAM, pour qu'on réfléchisse à nouveau à ces personnes, ce risque-là du troisième âge.